Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le livre journal de géopolitique profonde. Et je remercie tout de suite à la technique Arnaud qui permet la réalisation de cette émission en direct du 2 mai. Nous étions le 1er mai, fête du travail. C'est pas la fête des travailleurs, ils sont rarement à la fête, mais c'est la fête du travail, c'est une abstraction. Voilà, donc 2 mai, aujourd'hui, il est 9h, dans ce livre journal de géopolitique profonde. Si vous avez des questions, des remarques, des observations à faire, et j'espère que vous en aurez, alors n'hésitez surtout pas. Vous avez au standard, spécialement pour nous, pour le livre journal de géopolitique profonde, comme pour le livre journal des controverses qui va suivre avec Mike Borowski, Jean-Loup, qui sera au standard et qui nous apportera vos appels téléphoniques, mais aussi vos courriels électroniques. N'hésitez pas à en passer par le courriel électronique, ils nous sont transmis, nous sommes en studio, nous sommes en direct, et donc c'est toujours un plaisir que de pouvoir échanger avec vous. En général, on laisse se développer un peu l'émission en première partie, et puis après le bobino, voire parfois même un peu avant, nous lançons la série des questions, des remarques, des échanges avec nos chers auditeurs. Car que serions-nous sans vous ? Nous sommes Radio Courtoisie, la dernière radio libre, radio du pays réel, de la francophonie, mais du pays réel. Et c'est ce pays réel, justement, que vous représentez. Et c'est pour ça que j'attache toujours une importance, depuis presque 15 ans que je fais de la radio sur Radio Courtoisie, que j'attache beaucoup d'importance à ces échanges qui, pour moi, sont extrêmement importants. Nous allons avoir, dans quelques instants, dans cette émission, l'invité du jour. Il a toujours beaucoup de mal à arriver à l'heure, mais il ne va pas tarder. C'est Olivier Piacentini, avec qui nous allons parler de la faillite de la France. Un constat sans concession, comme vient de nous expliquer Arnaud, vis-à-vis de cette France en ruine. France en ruine et monde occidental en crise. En général, on commence par des revues de presse. Je rappelle que depuis maintenant quelques semaines, Lara Stam fait une matinale sur Géopolitique Profonde, YouTube, dès 7h du matin, le samedi, ce qui fait que je n'ai plus la chance de l'avoir à mes côtés pour la traditionnelle revue de presse qu'en général, je fais dorénavant avec mon invité. Mais pas d'invité, donc la revue de presse, je vais la débuter sans vous, sans lui, certainement pas, mais sans lui, c'est certain, avec un Occident en crise et je dirais un Trump qui a la folie des grandeurs. Cette folie des grandeurs, elle est caractérisée par un personnage dont on a l'impression que le narcissisme profondément malveillant, aujourd'hui perturbe considérablement le monde dans lequel nous sommes, l'Occident dans lequel nous vivons. Alors, par exemple, si le premier titre, en effet, du Figaro du jour, c'est cette faillite, que ce soit sur le plan budgétaire, que ce soit sur le plan de l'inflation, que ce soit sur les faillites, et c'est sur ces faillites de petites entreprises que nous allons insister, il y a cette folie des grandeurs qui touche l'Amérique de Trump. Trump considère qu'il est l'un des plus grands présidents des États-Unis d'Amérique de tous les temps. Il dit même être un des personnages historiques les plus influents de tous les temps. Il n'hésite pas aujourd'hui, le malheureux, peut-être est-ce son âge, à se comparer à des Napoléons ou à des Alexandre en général. Ce n'est pas à la Maison-Blanche, c'est plutôt dans des hôpitaux psychiatriques qu'on retrouve ce type d'individus. Voilà. Alors, il a une folie des grandeurs, plus haut arc de triomphe du monde, une salle de bal géante de 250 statues de héros américains.
C'est un petit peu cette folie des grandeurs qui le caractérise, hein, cet ancien promoteur immobilier. Hein, on comprend bien, il avait déjà bâti une tour où il avait mis son nom. Tout en haut, c'est chez lui quelque chose de spécifique. On va dire oui, mais les Américains sont comme ça. Enfin oui, parmi les Américains, lui est quand même un cas très particulier. À ce que je sache, on n'avait pas vu ça avec les prédécesseurs, ce qui ne veut pas dire que les prédécesseurs, d'une quelconque façon, étaient recommandables. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais voilà, l'architecture fédérale de la capitale, pour lui, c'est essentiel. Donc une pelouse circulaire qui servait jusqu'à présent aux oies et autres oiseaux migrateurs sur l'île Columbia au bord du Potomac. Eh bien, un rond-point entouré par la voie rapide George Washington a été choisi par Trump pour y construire un gigantesque arc de triomphe. L'endroit attendait un monument, il attendait le monument même, je dirais, de Trump. Comment en est-il arrivé à cet arc de triomphe? Eh bien, c'est en 2018, quand il est allé au centenaire de l'armistice sur les Champs-Élysées, soi-disant avenue la plus belle du monde. Eh bien, il a vu cet arc de triomphe ramené à l'époque justement par Napoléon et il a voulu, il veut faire la même chose puisqu'il se met au même niveau que ce type de personnage historique. Si c'était pas si inquiétant, ça prêterait à sourire. C'est Trump aujourd'hui, Trump complètement empêtré par ailleurs dans une crise internationale dans laquelle il ne sait comment sortir. Un jour, il vous explique qu'il va anéantir l'Iran. Le lendemain, il explique que la guerre est terminée. Et le surlendemain, il explique que de toute façon, il a déjà gagné la guerre depuis les premiers jours de frappe. Ce n'est à ne plus rien y comprendre, mais c'est sa façon aujourd'hui de gérer. Alors beaucoup nous disent, mais il ne faut pas écouter Trump, il faut voir ce qu'il fait. Il faut voir ce qu'il fait, je veux bien, mais ce que l'on voit n'est guère plus reluisant que ce que l'on entend. Donc nous sommes aujourd'hui un petit peu dans cette situation d'étiage particulier dans lequel eh bien, nous nous trouvons et dans lequel Trump a précipité le monde au travers justement eh bien, le Proche et Moyen-Orient. Donc voilà un petit peu, je dirais, que ce soit cet arc de triomphe, que ce soit cette immense salle de bal, que ce soit aussi ce qui montre aussi le personnage. Il veut privatiser l'ensemble des golfs de la capitale fédérale Washington, Trump, pour n'y accepter dorénavant que les joueurs de golf confirmés. Eh oui, alors il paraît, ceci dit, l'anecdote nous explique que Trump est quelqu'un qui triche. Oui, il triche au golf, il n'aime pas perdre, alors il est prêt à tricher. Et en général, ceux qui font ce parcours avec lui acceptent évidemment, bon gré, mal gré, les fantaisies, les frasques du président des États-Unis d'Amérique. Et donc, alors on ne sait pas s'il est surtout bon parce qu'il triche ou s'il est bon parce qu'il y joue tout le temps au golf, mais en tout cas, il aimerait faire en sorte que les amateurs ou les joueurs de faible niveau ne puissent plus emprunter les golfs de la capitale fédérale des États-Unis, ce qui est quand même quelque chose d'assez inimaginable. Mais pourtant, c'est Trump. Et donc, j'ai voulu vous dresser un petit peu dans le début de cette émission le portrait du personnage. On en fera la revue de presse. Je vais demander, parce qu'il est arrivé maintenant, à mon invité rapidement d'intervenir sur le sujet. Et on va clore l'aspect international, non sans de toute façon mettre les échanges que nous allons avoir sur cette faillite, sur cette France en ruine. Bien sûr, nous aurons en perspective la situation internationale et on peut dire que ce qu'il se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz n'aide pas à cette faillite. Mais on ne peut pas lui imputer à cette crise internationale les causes profondes de la ruine française qui, bien sûr, précédait et de loin cette crise internationale, crise géopolitique. Alors déjà, je le salue puisqu'il est arrivé dans le studio avec un petit peu de retard. J'ai d'ailleurs horriblement chaud dans ce studio. On va peut-être pouvoir me mettre un petit peu de clim. Eh bien, je vous l'avais annoncé en début d'émission, Olivier Piacentini. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour mon cher Nicolas, on ne se quitte plus décidément, mais c'était avec un grand plaisir. Mais là, on va y être, j'ai envie de dire, pour des raisons plus joyeuses. Si j'ose dire, c'est plus joyeuse au sens où ça nous touchera moins directement, personnellement. Exactement. Après, ça ne sera pas joyeux que de parler de la ruine de la France, car nous sommes des patriotes et évidemment, nous souffrons. De cette situation. Nous souffrons
Atrocement. Alors, si j'ai bien compris, je dois... Si tu veux intervenir rapidement, tu as manqué le début, mais tu as bien vu la teneur. Oui. Quel est aujourd'hui, par rapport au Trump, et d'ailleurs, je fais amende honorable, hein, moi, Trump, j'avais mis la casquette de Trump pour sa victoire en novembre 2024, et puis ensuite sa consécration en janvier 2025. J'avais espoir. J'avais bon espoir que Trump, eh bien, ce soit le MAGA, Make America Great Again, c'est-à-dire un mouvement. Je disais, de même que Christophe Guilluy le disait, c'est cette classe moyenne qui ne veut pas mourir, qui a voté massivement Trump, cette classe travailleuse, parce que cette classe moyenne, c'est la classe américaine qui travaille, et donc il y avait là un magnifique mouvement qui se mettait en place, d'ailleurs, dont Olivier Piacentini était... l'un de ceux qui l'avait le mieux perçu à l'avance, indéniablement, je le sais pour avoir beaucoup échangé avec lui les années précédentes. Mais par contre, eh bien, il y a eu patatras rapidement un autre Trump qui a montré un autre visage et aujourd'hui une fracture profonde avec ceux qui, justement, du mouvement MAGA, l'ont soutenu et amené à la Maison-Blanche. Mais évidemment, vous le savez bien, avec les hommes politiques, c'est ainsi. Ce n'est jamais un monolithe, ce n'est jamais homogène. L'électorat qui les porte au pouvoir ne se représente pas qu'un seul courant, mais plusieurs. Et Trump a fait un choix différent que le choix MAGA. Il s'était présenté un homme de paix. Aujourd'hui, il est un homme qui, eh bien, depuis plusieurs semaines maintenant, mais j'ai envie de dire plusieurs mois, déclenche le feu, déclenche la guerre, mène des conflits, menace beaucoup, menace un peu le monde entier, il faut bien le dire aujourd'hui. Il veut ramener en avant-scène cet impérialisme américain, et ça, c'était quelque chose qui n'avait pas été nécessairement perçu. Moi, la question que je pose, Olivier, c'est comment vous avez perçu cette évolution du personnage entre le moment où il se fait élire sur un programme MAGA et aujourd'hui? Alors, il y a eu une évolution, certes, mais mon cher Nicolas, je te trouve quand même bien dur sur la première année de Donald Trump, parce que je pense qu'au contraire, dans les premiers mois, et même je dirais presque l'année complète 2025, pour ce que j'ai pu en voir et ce que j'ai pu analyser de la situation, il a tenu beaucoup de ses promesses. Et je vais quand même faire l'inventaire. Il a déjà imposé des droits de douane importants à la Chine. C'est une mesure essentielle, une mesure vitale, c'est presque une mesure de survie pour protéger nos industries face au raz-de-marée industriel chinoise qui va transformer nos pays en pays du tiers-monde. C'est clair et net. Si l'on continue comme ça, avec cette distorsion de concurrence qui nous est imposée par les critères de l'OMC, etc., je pense qu'il est clair, et par l'Union européenne, pour ce qui nous concerne, nous Français et les pays européens, nos pays vont devenir des no man's land économiques. Bien, c'est lui qui a tout de suite mis en place des droits de douane et qui avait proposé aux Européens de lever les droits de douane les concernant si eux-mêmes appliquaient des droits de douane à la Chine. Madame von der Leyen et les principaux leaders européens ont refusé. Bien, aujourd'hui, on assiste à quoi? Eh bien, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'avais fait d'ailleurs une émission à ce sujet sur géopolitique profonde, le Haut Commissariat en plan, en la personne de M. Clément Beaune, a demandé d'urgence la mise en place de droits de douane de 30% sur la Chine, faute de quoi il n'y aura plus d'industrie en Europe. Bien, le même qui 1 an avant disait que Trump était fou, aujourd'hui reconnaît que cette mesure, sans le reconnaître, cette mesure est nécessaire. C'est-à-dire il évoque comme si vraiment c'est la nouveauté du siècle, alors que ça fait des années que Trump en parle. Donc ça, il l'a fait. Et il a voulu que les Européens lui emboîtent le pas, c'est les Européens qui ont refusé. Deuxièmement, toi comme moi, Nicolas, nous sommes des anti-mondialistes. Des anti-mondialistes. Nous pensons que le mondialisme a affaibli l'Occident, a même, je dirais, dénaturé et déstructuré l'ADN de l'Occident
et est Alors, un là, véritable... tu sais que là, on a un point de désaccord, toi et moi, c'est-à-dire que moi, je parle pas d'Occident, je parle des nations européennes, je parle de la D'accord, France, très bien. Alors, de la civilisation. L'Occident, pour moi, si tu y attaches les États-Unis d'Amérique, qui pour moi est devenu une barbarie, ou Israël, qui est une super barbarie, Israël, au non, je ne mets cœur pas du Israël dans Moyen-Orient, l'Occident. Hein. ah bah, beaucoup Voilà. en font la pointe avancée de Non, l'Occident. mais beaucoup, mais moi, je te parle pas de moi. Mais Pour moi, voilà, l'Occident, donc- c'est l'Europe, donc, les bah, États-Unis. Bah Bon. oui, mais moi, ce lien transatlantique, en tant que gaulliste, imagine bien que j'ai pas une passion Oui, mais débordante si pour tu veux, cette notion d'Occident. Non, mais c'est-à-dire, tu il n'y a confonds, pas à y être pour. Non, on tu confond rien. confonds Je ne suis l'alliance pas entre d'accord. pays Non. et Non, la je même ne mêle- civilisation, mais c'est-à-dire je ne- les l'Occ- mêmes modes de non, vie, non. le même mode de vie Est-ce que que nous je peux en partageons. placer une? Parce que tu me dis, Écoute, tu t'en as me placé dis, quand même. Hein. tu me dis que je suis. Non, on n'est pas d'accord. On n'a jamais été d'accord mais sur ce d'accord. sujet. Donc moi, Mais tu me j'emploie. permets quand même de continuer sur cette thématique. Mais ne dis pas qu'on est d'accord. Non, Moi, on est cette pas notion d'accord, très d'Occident, je ne la partage D'accord. pas. Vas-y, continue. je t'en Si tu veux, je pense que le rejet de la relation entre la France et les États-Unis nous fait oublier quand même que nous sommes des sociétés qui sont voisines, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on est plus proche de mode de vie d'un Américain que de celui d'un Iranien. Ah, je suis désolé. bien à tort, si Ah, c'est écoute. pour parler du rap, si c'est pour parler du Bronx, si c'est pour Mais il n'y a parler pas de que ça, cette mais il n'y a pas que ça. sous-culture Il américaine. n'y a pas que ça. Dans la c'est culture pas américaine, il y a la important. démocratie, il y a... La démocratie, Oui, quel grand mot. Et dans la Tout de suite, culture il emploie les américaine, grands et mots. dans la culture Ouais. américaine, si tu permets, il n'y a pas que le rap. Hein. Il y a aussi de très grands écrivains, il y a des très grands, des très grands scénaristes de cinéma, réalisateurs, etc. qui ont. Écoute, il y a quand même beaucoup de choses. Bien. Mais c'est pas le fond du la seule sujet. chose, c'est que Voilà. le patron d'émission, ça reste moi, c'est pas le thème. Donc, s'il D'accord. te plaît, reviens sur ton thème. Donc, Merci. c'est toi qui as divagué. Ah non, Hein, non, c'est toi. Non, tu voilà. me demandes, tu m'associes à quelque chose sur lequel moi je Bon, n'ai très jamais bien. partagé ton analyse. Donc, je disais. Ben, du coup, je sais même plus ce que j'allais dire. Bah, t'étais en train de dire que nous étions, alors là par contre je suis d'accord, que nous n'étions ni l'un ni l'autre mondialistes. Voilà. Mais je pense pas que ça ait abîmé l'Occident, mais ça a abîmé en effet des pays comme la France, ça c'est Voilà. indéniable. Alors, on Ou va des dire que pays ça a européens. Ça a plus abîmé l'Europe que les États-Unis, c'est clair. Le mondialisme est quand même une idée qui, quelque part, part d'Amérique. Pas que, mais ça part d'Amérique. Bien. Ce mondialisme, eh bien, Donald Trump s'y est attaqué au marteau pilon. Il a mis par terre l'OMS. En ne finançant plus l'OMS, en attirant certains pays à le suivre sur cette voie-là, il a cassé l'OMS. Il a cassé l'OMC en prenant, je dirais, l'initiative de poser des droits de douane sans consulter personne, sans rien faire. Il a cassé l'OMC, voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de grand. Pour finir, il casse l'ONU. Alors, il casse l'ONU comment ? Ben, il casse l'ONU, effectivement. Il l'a cassé dans un premier temps en négociant des accords de paix sans aucun mandat, par exemple au Congo, dans la région du Nord Kivu. Il est intervenu entre le Cambodge et la Thaïlande pour éviter une guerre qui allait se déclencher. Bon, il a fait quand même des choses positives pendant un moment. Là où effectivement, moi aussi, aujourd'hui, j'en viens à me poser des questions, c'est que Make America Great Again, ça voulait dire quand même que l'Amérique allait rester dans son giron, ne plus être une Amérique impériale. Et là, effectivement, il y a, je dirais, un coup de canif dans le contrat avec cette intervention en Iran, sur lequel on a tous de quoi s'interroger, moi y compris, alors qu'évidemment, j'ai toujours soutenu Trump, et je pense que c'est vraiment le président qui peut remettre... Ce qui nous impacte le plus, cet impérialisme américain, plus que les mesures d'ordre intérieur ou de relations des États-Unis avec, en effet, des organismes internationaux sur lesquels, en effet, tu as raison. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des avancées notoires, mais n'étant pas américain, j'ai envie de dire que le fait qu'il lutte contre le woke, contre l'immigration, j'ai envie de dire qu'on devrait s'en inspirer, mais ça, c'est autre chose. Ça n'a pas d'impact alors, direct sur nous. Excuse-moi Nicolas, alors je termine, il a aussi cassé l'OTAN, parce que l'OTAN aujourd'hui est par terre. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Ah bah c'est oui, même mais alors la meilleure. quand tu fais le bilan quand même, donc l'OMS par terre, l'OMC par terre, l'ONU par terre, l'OTAN par terre. Enfin, l'OTAN Tu par m'as terre, dit- c'est pas fait. L'OTAN par terre, Oui, excuse-moi, enfin, c'est pas fait. c'est mal- Il va retirer quelques centaines de soldats Oui. ici ou là. On n'y Enfin, est pas encore. Il a vraiment brisé la relation dans le fondement et la confiance qu'il y avait entre tous ces pays et cette espèce de suivisme béat des Européens derrière les Américains. Résultat, on a une Europe de la défense. C'est pas mieux pour nous. Mais ça Oui, n'a mais rien à enfin, voir ça, avec c'est lui. nous. Il y est- Ça, c'est On est nous. d'accord. Ça, c'est nous. Tout à fait. Tu me dis lutte contre le wokisme, etc. Excuse-moi, Nicolas. Tu sais, j'avais écrit un livre qui a très bien marché, d'ailleurs, qui s'appelait Le Mirage mondialiste, où j'expliquais comment la culture et le divertissement populaire et l'information influaient sur, je dirais, la politique et véhiculaient des idéologies. Bon,
tu le sais très bien. Et tous ceux qui font, je dirais, du commerce le savent très bien. Beaucoup de choses qui partent des États-Unis arrivent chez nous. C'est comme une vague qui arrive avec du retard. Bien, cette lutte anti-wokiste qu'ils mènent de façon acharnée aux États-Unis, eh bien, nous avons des émanations qui arrivent chez nous en Europe. Et moi, j'observe, oui, on récupère les déchets du wokisme. Non, je pense qu'il y a même... Je suis désolé, moi je regarde très attentivement et ce qui se passe à la télévision et le cinéma et autres. La vague woke qui touchait le cinéma est en train de reculer, et aujourd'hui même en France, je pourrais citer des films qui sont sortis, qui évoquent au contraire la France rurale. Oui, par exemple, tu as le film 20 Dieux. Non, les choses, Nicolas, comme je l'ai... Hollywood reste Hollywood, et je ne vois pas en quoi Hollywood a changé d'une quelconque façon. Quand même, on voit moins de films purement wokistes avec des Napoléons incarnés par des membres de diversité, etc. Il y a beaucoup de pubs, je dirais, qui étaient wokistes, qui voulaient défendre la communauté LGBT, etc., qui ne mettaient que ça en avant. C'est pas une question de défendre les LGBT, c'est une question de mettre ça en avant. Et observe bien, le recul est flagrant. Et je pourrais même faire un article un jour, ou faire une émission, rien que là-dessus. Le recul du wokisme dans la culture populaire aujourd'hui, il est évident, il est bien plus évident aux États-Unis, mais même ici en Europe et en France, je ne vais pas développer là-dessus pendant toute l'émission, ce ne sera pas le sujet. Mais il est flagrant. Comme je l'ai déjà expliqué, la mondialisation, elle a mis 30 ans à se déployer. C'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup. L'élément déclencheur, ça a été la chute du mur de Berlin, et après, ça a été un jeu de dominos qui tombe l'un après l'autre, et qui, à chaque fois, nous entraîne dans une nouvelle spirale où on s'enfonce dans le mondialisme. Comme je te l'ai toujours dit, Nicolas, depuis 2015-2016, moi, j'ai senti qu'il y avait un engrenage de démondialisation qui commençait à se mettre en place dans les esprits, et cet engrenage avance. Il avance sur le terrain politique avec la poussée des populistes partout. Et tiens... Alors pas en Hongrie dernièrement. Alors excuse-moi, en Hongrie dernièrement, il y a eu un changement de régime. Ça fait 20 ans qu'Orban est là. La démocratie, c'est pas simplement sur ce type de thématique, c'est aussi que tu as une tête quand t'en as marre de voir. Les électeurs, ils se disent, bon, j'en ai marre de le voir. Voilà, c'est tout. Le soir où Orban a été élu, je regardais LCI. Tu me dirais que je fais des mauvais choix. Mais je regarde un peu. C'est tes choix. Ce sont tes choix. Mais je regarde tu les partages. Non, mais tu vois, on trouve des choses intéressantes. Et il y avait une manifestation de Hongrois pour fêter la victoire de l'adversaire de M. Orban. Je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bien. Et alors, il y avait Rochebin avec Girnov, etc. Et alors, il disait, mais enfin, c'est bizarre. Il n'y a pas un seul drapeau européen. Et oui, parce qu'eux s'imaginent que maintenant, la Hongrie, ça va devenir comme la France, voilà, un pays justement wokiste, immigrationniste, pro-européen. Non, il n'y avait pas un drapeau européen. Je pense que les Hongrois ne vont pas devenir des européistes et des mondialistes. C'est simplement qu'ils ont voulu changer de tête, que peut-être que Orban a fait certains excès au niveau intérieur, peut-être qu'ils en ont marre de ça, mais je ne pense pas que la Hongrie va devenir un pays aligné sur la France en termes de société et autres. Je pense que ça va rester des Hongrois, et l'héritage d'Orban va rester sur ce terrain-là, c'est clair et net. Il faut avancer, Olivier. Donc, voilà. Moi, j'étais... Alors, je me pose des questions sur, effectivement, la dernière... Un instant, que j'essaie d'orienter un peu cette émission, parce que tu es arrivé en retard, mais alors depuis que tu es là, tu es là. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oh. Olivier, donc, ce que j'ai voulu dire... oui, tu peux rire. En tout cas, c'est un fait. La situation aujourd'hui au Proche-Orient montre que le Trump, homme de paix, le Trump qui axe tout sur le bien-être des Américains, et d'ailleurs il continue à faire campagne sur ce sujet, il y était encore hier soir en Floride sur ce point, et pourtant Dieu sait comme il est en train de perdre actuellement. Alors on verra, de toute façon on va attendre les résultats parce qu'il faut faire très attention aux États-Unis avec les sondages. Néanmoins tous les indicateurs sont plutôt virent au rouge actuellement dans le cadre des campagnes électorales américaines. Pas seulement les sondages, mais les élections partielles montrent qu'il est en perte forte de vitesse. Est-ce qu'il se rattrapera? C'est un animal politique qui a déjà rétabli plus d'une fois la situation
Donc, il ne faut surtout pas vendre la peau du Trump avant de l'avoir tué. D'ailleurs, c'est pas notre problème de tuer ou pas Trump. Par contre, c'est quelqu'un qui a brouillé très fortement son image vis-à-vis du MAGA. Des gens comme Tucker Carlson, c'est pas rien Tucker Carlson, par exemple, qui, eh bien, aujourd'hui ne va plus dans le sens de Trump. Je parlerai pas de tous les autres influenceurs ou journalistes du MAGA, ils sont nombreux, qui aujourd'hui sont en forte dissonance politique vis-à-vis de lui. Donc il y a cet aspect-là qui génère un conflit dont ils subissent les conséquences. Parce que Trump a beau le dire, je pense qu'aujourd'hui, il subit en partie, en tout cas sur le plan inflationniste, une partie des conséquences de ses actes au Moyen-Orient. C'est clair. Ça, tu es d'accord avec ça? Ah mais complètement. Ça, complètement. Mais je pense qu'en fait, il s'est laissé embringuer dans cette guerre probablement par les Israéliens. Je pense qu'il pensait qu'en quelques semaines, tout allait être réglé. Je pense que là, il voit bien qu'il s'est enlisé. Alors après, il a fait des fautes durant ce conflit. Déjà, il n'a pas prévenu les Européens au départ, et après, il leur demande le secours et de venir le secourir au moment où il est en difficulté. Bon, effectivement, c'est quelqu'un qui est présomptueux dans sa nature, qui est fanfaron, mais ça, on le savait déjà quand même un petit peu, Nicolas. Moi, je pense que l'issue, vraiment, des élections de mi-terme américains, aujourd'hui, est complètement corrélée à l'évolution de la guerre en Iran. Je pense que c'est très clair que s'il arrive à trouver une bonne porte de sortie où il peut claironner qu'il a gagné et où tout se passe bien et arrêter effectivement cette guerre qui impacte de façon terrible l'économie mondiale et l'Amérique n'y échappe pas, je pense que là, sa côte va se redresser. Du jour au lendemain. Parce que je pense que malgré tout, les Américains, ou en tout cas sa base électorale, l'a suivi jusqu'à présent dans les mesures qu'il a prises lors des premiers mois. La politique anti-immigrationniste, j'ai oublié d'en parler, mais enfin quand même, on peut dire quand même qu'il a vraiment, il n'a pas eu peur de choquer les bonnes âmes. Il a vraiment mené une politique. J'en ai parlé, mais oui, tout à fait. Voilà, il a vraiment mené une politique. Totalement. Donc je pense que de tout jeter à la poubelle sur cet acte qui effectivement est un acte grave, je reconnais, je ne peux pas te dire qu'il a bien fait, et je ne peux pas dire que vraiment ce soit c'est-à-dire qu'on se présente en homme de paix à une élection, on se fait élire et on déclenche le conflit, sachant qu'il y a eu avant le Venezuela, qu'il menace le Groenland, bon, quoi qu'on en pense, que demain il veuille s'en prendre à Cuba en disant j'aurai l'honneur de faire tomber le régime cubain. C'est-à-dire qu'on a quand même là un personnage, au-delà du fanfaronnage, qui montre un autre visage que celui qu'on avait vu pendant la campagne. Moi, j'ai juste voulu dire ça, même si c'est pas le premier des présidents, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui bien fait le contraire de ce qu'il avait promis pendant les élections. Ça, on est d'accord. Alors, sur la question de Cuba et du Venezuela, je pense qu'il a souvent évoqué Monroe, le président Monroe, qui avait... on a même appelé ça la doctrine Donroe, l'idée de Donald à la place même de Monroe. Exactement. Donc là, qu'il soit intervenu au Venezuela, et là, pour le coup, il a fait une intervention qui quand même a été beaucoup moins une déflagration, qui a été quand même une opération rondement menée, qu'on le veuille ou non. Et à Cuba, je pense... c'est une opération de Yankee, de cow-boy, de quelqu'un qui vous arrête et vous jette dans vos séjours. C'est ahurissant. C'est ahurissant, mais ça a réussi quand même. Tu ne peux pas dire le contraire. Oui, non, mais moi, je ne suis pas béat devant la puissance. Mais je ne te parle pas de béat. Oui, mais alors là, quand même, écoute, un coup comme ça, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu. C'est-à-dire le leader Grenade, qui est arrêté. Il avait fait un peu la même chose. Là, il y a déjà eu un ou deux narcos qui ont été arrêtés. Il y a eu jetés en prison aux États-Unis. Panama, il y a eu Panama, Noriega. Mais là, c'est un petit État et puis un État un peu fantoche des États-Unis. Le Venezuela, c'est quand même autre chose. La population du Venezuela ne s'est pas du tout révoltée contre l'arrestation de son leader Maximo, qui passait son temps à danser sur les tribunes. Comme Trump, au demeurant. Oui, mais enfin quand même... Qui danse beaucoup. Oui, qui danse beaucoup. Mais tu veux quand même pas comparer le peuple américain et sa prospérité avec les miséreux vénézuéliens. Tu parles de président danseur. Oui. Non, mais enfin, quand on danse, tu sais, je vais te dire, le Venezuela est un des principaux pays producteurs du monde, et vous ne trouvez même pas de lait dans les magasins. Bon, pendant ce temps-là, Maduro... en tout cas, ce que tu dis là, je reviens sur ce que tu viens de dire en disant, c'est un des plus gros producteurs de pétrole du monde et on ne trouve même pas du lait. C'est-à-dire que tu es
Mais tu as le droit. Mais tu fais partie justement, et c'est en cela qu'il y a vraiment, je reviens sur cette énorme différence qu'il y a entre toi et moi, tu es un occidentaliste, tu penses qu'il faut intervenir au travers le monde pour régler la démocratie en Iran, pour régler les problèmes économiques au Venezuela et faire tomber un dictateur. C'est exactement ce que tu viens de dire. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon ? Non. Je n'ai pas dit ça. Moi, les interventions, non, mais cette intervention-là, elle rentrait dans le cadre de ce qu'il avait, je dirais, indiqué durant sa campagne, c'est-à-dire un retour à la doctrine Monroe. J'ai pas dit que j'approuve ce genre de choses. Mais enfin, tu vas me dire, moi, je vais te dire franchement, quand je vois un régime communiste tomber, je me mets pas à pleurer non plus. Tu vois ce que je te dis. Alors on en est encore à la guerre froide. Je croyais que tu avais considéré que le monde avait changé, tu es devenu mondialiste après la chute du mur de Berlin, et tu nous ramènes à cet ancien logiciel. Il reste des pays communistes, et ces pays communistes sont dans la misère. Et ils sont dans la misère parce que le communisme, je ne vais pas employer un gros mot, la Chine, c'est un communiste très édulcoré, voilà, et tu le sais très bien, puisqu'il y a une économie privée très importante, alors qu'à Cuba et au Venezuela, tout est étatisé. Bien. Et donc il faut continuer à lutter contre le communisme. Cette croisade contre le communisme reste essentielle dans le monde aujourd'hui. Je pense sincèrement, tu es occidentaliste. Je pense sincèrement que les peuples, tu es même un peu un tantinet néoconservateur. Les peuples qui vivent ce communisme en souffrent terriblement. Et je peux en parler. Tiens, l'autre soir, il y avait une émission Envoyé spécial, je pense pas qu'Envoyé spécial, il soit trumpiste, où ils ont interviewé des Cubains qui ont dit « Mais moi, Trump, j'attends qu'il arrive de pied ferme, qu'il nous libère de ça. » Tu sais, j'ai passé 3 semaines à Cuba, moi, dans ma jeunesse. Hein, mais pas à Varadero, dans les camps de vacances. Moi, j'étais chez l'habitant. Et je les ai vus vivre. Et je pourrais passer l'émission avec des anecdotes sur ce qu'on m'a dit en catimini, la souffrance de ce peuple, la répression permanente, le totalitarisme où on vient chez toi, où il y a 20 flics dans un bar, où il y a 10 clients pour voir ce qui se dit, ce qui se fait, là il y a des touristes, les gens qui te côtoient dès qu'ils te voient, ils passent devant le siège du Parti communiste ou dès qu'ils voient un agent du Parti communiste qui te lâchent, qui s'en vont comme ça d'un coup. Bon, c'est un peuple qui est terrorisé et qui est affamé. Voilà. Non, mais alors, tu continues comme ça, tu confirmes ce que je viens de dire et que tu me reproches de te dire tu es un occidentaliste, tu es un interventionniste, tu considères qu'il faut intervenir au travers le monde, mais ne me dis pas ça, tu viens de me le dire, c'est exactement ton raisonnement. Je t'ai dit, moi je n'ai pas parlé forcément d'interventionnisme ou autre, je te dis que le communisme est un mal absolu et les peuples qui le vivent en souffrent. Et je les ai vus souffrir moi-même. Je les ai vus, je ne vais pas dire que j'ai souffert avec eux, parce que, voilà, j'avais quand même un peu plus de moyens qu'eux, et j'essayais de les aider sur place. Tiens, un auditeur, tu vas peut-être pouvoir répondre, puisque justement tu es un fervent opposant au communisme, qui demande pour le 1er mai, est-ce que le 1er mai, c'est la journée internationale des luttes des travailleurs depuis 1889 ? Ou bien est-ce que c'est Pétain en 1941 qui a transformé le 1er mai en fête du travail ? De quel bord êtes-vous ? Moi, qu'il y ait une fête du travail, ça ne me dérange pas. Et cette fête du travail, elle transcende, je dirais, les divergences. C'est la fête, effectivement, une fête qui incarne le travail, qui rend hommage aux travailleurs. Je ne suis pas contre le 1er mai, ça ne me dérange pas du tout. C'est une tradition française et internationale en plus. J'ai rien contre le 1er mai. Et si Pétain a eu cette initiative, eh ben c'était une bonne initiative qu'il a eue de reprendre, je dirais, cette idée, parce que le travail... Fête du travail. Oui. Donc il n'est pas la fête des travailleurs. Fête du travail, des travailleurs. Moi, je pense véritablement que dans notre pays, le travail a vraiment besoin d'être revalorisé. Le travail a vraiment besoin d'être remis sur un piédestal, alors qu'il est bafoué, alors que les travailleurs, quels qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient agriculteurs, les travailleurs ne peuvent plus vivre de leur travail, pendant que des tas de gens parasitent le système, que ce soit en haut ou en bas. Donc moi, qu'il y ait une fête du travail, qu'on rende hommage au travail et aux travailleurs à travers cette journée, je n'ai rien contre. Bien sûr. Un auditeur, cher Nicolas, Trump mégalo se prenant pour Napoléon, mais que dire d'un président français qui, lui, se prend pour Jupiter, soit le dieu des dieux. Ne trouvez-vous pas que c'est la taille au-dessus, qu'en dirait le psychiatre italien Zegatori ? Ah, oui, ça, on est d'accord qu'on n'est on n'est pas logé à la meilleure enseigne. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est tout à fait exact. Alors, mais Nicolas, Macron aussi a poussé à la guerre avec la Russie.
Il a un mais temps... moi, mais moi, j'ai jamais défendu Macron de ma vie. Non, mais je comprends. Donc, mais enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus grave, d'ailleurs, quand tu réfléchis. C'est beaucoup plus grave. Parce que là, c'est un pays, tu affrontes une superpuissance mondiale. Et nucléaire. Et nucléaire. C'est quand même autre chose. Enfin, je veux dire, bon. C'est autre chose, c'est un autre conflit. Par excès de confiance. Mais Macron, si tu le laisses faire, il va nous engager dans un conflit qui va amener à une troisième guerre mondiale, sans coup férir. Et il le fait sans état d'âme. Je partage totalement cette analyse, pour le coup, mon cher Olivier. Bien, allez, il est 9h35, on va arrêter là un petit peu nos chamailleries pour aller sur le sujet essentiel, si tu le veux bien, de ce matin, dans ce libre journal de géopolitique profonde, c'est-à-dire la ruine française, la faillite française, et qui ne date pas, même si tu reconnais que c'est en effet une conflagration et une crise mondiale en puissance considérable, ce qui se passe aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient. Néanmoins, la ruine française, elle ne date pas d'il y a 6 ou 8 semaines. Bien sûr. Et elle est considérable. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dresser le tableau général, peut-être, et puis après on rentrera dans les détails? Alors, la ruine française, elle s'inscrit dans la ruine de l'Union européenne, globalement. Parce qu'il faut quand même voir que nous sommes sur un radeau, l'Union européenne, je ne dis même plus un bateau, je dis un radeau. C'est un radeau qui n'avance plus et un radeau qui s'enlise. La preuve, c'est que toutes les analyses depuis 20-25 ans le démontrent. Il y a une zone, un trou noir de la croissance dans le monde, c'est l'Union européenne. Alors on nous dit, oui mais c'est normal, les autres redémarrent et nous, il y a un rattrapage. Ce serait vrai si les États-Unis n'étaient pas toujours un pôle de croissance vigoureux. Et quel que soit d'ailleurs le président, la croissance américaine se tient toujours d'une façon tout à fait correcte. De même, pendant longtemps, le Canada, je pourrais citer d'autres pays occidentaux, l'Australie, qui continue d'avoir une tendance, je dirais, de croissance, certes moins élevée que les pays émergents, mais qui est quand même une croissance honorable et qui montre qu'il y a véritablement un dynamisme économique. Le trou noir de la croissance, c'est l'Union européenne. Là où les États-Unis font 3% de croissance, l'Union européenne n'est jamais capable d'atteindre 1% de croissance, et ça fait des années que ça dure. Et quand on est à 1%, on chante cocorico et tout ce que tu veux, mais en fait, en réalité, l'Union européenne, c'est le trou noir de la croissance dans le monde. Je ne parle même pas, évidemment, de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, etc. etc. Bien sûr. Bien. Et au sein de cette Union européenne, parce que certains vont te dire que c'est l'Union européenne qui est la cause de tout. Oui, l'Union européenne est la cause, entre autres, une des causes principales du déclin de notre pays. Mais il n'y a pas que ça. C'est également qu'au-delà, je dirais, de l'alignement sur les mesures folles, je dirais la logorrhée réglementaire, la pression qu'on met sur les entreprises et sur le travail dans toute l'Union européenne, eh bien la France, c'est la deuxième lame gilette. C'est-à-dire qu'il y a l'Union européenne qui te coupe là une partie du poil, et puis il y a la politique française depuis fort longtemps qui coupe le poil à la base, c'est-à-dire qu'on est vraiment le pays le plus mal géré de toute l'Union européenne. Et pendant la période Macron, cette catastrophe dans la gestion, je dirais, a été liée, entre autres, à un suralignement sur les mesures européennes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des directives européennes qui sortent, des mesures et autres, la France, je dirais, va au-delà. Elle les applique de façon plus féroce, plus dure, elle les amplifie, en sachant délibérément que cela va plomber l'activité économique et la survie de nos entreprises. Bon, la France est le pays qui est le plus plongé dans le système mondialisé de toute l'Union européenne. C'est valable pour la culture, c'est valable pour les capitaux, le démembrement des entreprises que Macron a favorisé, sur lequel même à de nombreuses reprises il est personnellement intervenu. Le cas d'Alstom est emblématique. Bien, je voudrais vous rappeler un moment clé de ces dernières années, qui a été le fameux plan de relance européen, qui est intervenu en 2020, où il s'agissait d'aider un certain nombre de pays, enfin de relancer l'économie européenne à travers une intervention de la BCE. La crise Covid. Voilà, la crise Covid, ça s'est passé en juillet 2020. Bien, il y avait une enveloppe générale pour tous les pays de 750 milliards, et il fallait la répartir. C'est ça. Bien. La France n'a quasiment rien demandé. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Italie a tiré le gros lot avec 200 milliards. Exactement. Antonio Conte, qui était à l'époque le président du Conseil d'une coalition populiste,
Et c'était parti pour qu'il ait 170 milliards. Au final, il a obtenu 200. Bien. Les Espagnols et les Polonais ont eu également la part du gâteau. Alors, il paraît que c'est des pays en difficulté. Très bien, d'accord. Alors, la France, elle n'a pas de difficulté. Non. Parce qu'elle n'a eu que 40 milliards. Voilà. Et elle va devoir en rembourser 80. Voilà, donc on a perdu 40 milliards dans l'affaire. Dans l'affaire. Et le soir même, les médias chantaient Cocorico, Macron nous a obtenu 40 milliards. Ben, bravo, en payant le double. Et quant aux pays du Nord, les pays vertueux, Hollande, Autriche, Allemagne, etc. Et, enfin, l'Allemagne, non, parce qu'elle aussi était engagée dans ce processus. Les pays du Nord. Mais l'Allemagne n'a pas obtenu moins que nous. On a eu les mêmes avantages que l'Allemagne, qui se portait quand même nettement mieux déjà à l'époque. Bien. Les pays du Nord, eux, ont exigé des ristournes sur leur contribution à l'Union européenne et des rabais. Macron n'a rien négocié pour la France. Il a voulu que ce plan passe coûte que coûte, quitte à saigner la France au profit de l'Espagne, de l'Italie et de la Pologne. Mais ce n'est pas une honte, ça ? Si. Bon, tu es d'accord avec moi, pour une fois. Bon. Totalement. Bon. Ah non, mais je savais que sur ce sujet, voilà. Il n'y aurait pas un papier c'est de vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Moi, je le dis et je le redis et je continue à le redire. La France n'a aucune chance de s'en sortir dans le contexte actuel. La France est un pays qui n'a plus de frontières à l'immigration, plus de frontières aux importations qui viennent de partout. On nous impose des réglementations de l'Union européenne sur la production de tels produits agricoles, industriels, etc. Bien, normalement, c'est censé être pour protéger les populations contre des risques sanitaires ou des risques de dangerosité ou autres. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi laisser rentrer des tas de produits qui ne respectent aucune de ces normes ? N'est-ce pas ? Pourquoi continuer à commercer avec la Chine qui est rentrée dans l'OMC en 2001, qui avait un cahier des charges à respecter dans lequel il fallait qu'il y ait un mieux-disant social au niveau des libertés, au niveau du droit du travail, au niveau de la santé, de l'environnement, etc. Rien n'est respecté. Et donc, on se place en concurrence avec ce type de pays qui est complètement... qui n'a rien à voir avec notre vision du monde. Même le prix de la vie n'est pas le même. Le prix de la vie d'un salarié, ici, on cherche quand même le bien-être du salarié, les congés payés, etc. Mais là-bas... Les gars sont entassés dans des usines. Enfin, il faut voir ce qu'on y trouve encore aujourd'hui. Malgré qu'il y ait quelques améliorations, on est loin du compte. Et on se met en concurrence avec ce type de pays. Au sein même de l'Union européenne, la France est le pays qui subit le plus de taxes et de charges sociales. La France est taxée à 45%. Et une grande partie de ce niveau de taxation impute aux entreprises. Et quand je dis entreprise, je parle aussi des charges sociales. Ce qui fait que ça s'impute aussi aux salariés, puisque leur salaire est déduit des charges sociales, le salaire net qu'ils touchent est déduit des charges sociales que le patron paye. Bien. Vous êtes d'accord, Olivier, sur le fait qu'on a perdu 2 fois dans ces questions de concurrence. On a perdu en effet face à la Chine, face à ces pays émergents, mais on a perdu aussi au sein de l'Europe, de nos partenaires, à cause, entre autres, de ce que vous venez de dire, mais bien sûr. De ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le fait que nous ayons plus de taxes, que nos sociétés ne soient pas concurrentielles, qu'on ouvre royalement aussi les frontières par rapport à des concurrents européens qui, eux, ne jouent même pas le jeu, contrairement à nous. Et voilà, donc on perd face à tout le monde. On perd face à tout le monde. Mais il faut bien le comprendre. Il y a un écart d'impôts, de production entre la France et ses concurrents, Italie, Espagne, Allemagne, etc., de 7 à 12%. C'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas rattrapable. Je suis désolé. Sauf vraiment sur des secteurs de très haute valeur ajoutée comme le luxe ou l'aéronautique. Ce n'est pas rattrapable. Et nous perdons en permanence des industries à moyenne ou faible valeur ajoutée parce qu'on n'est pas capable de rentabiliser un salarié au niveau du coût du travail que nous avons aujourd'hui. Et ce coût du travail, c'est essentiellement les charges sociales qui pèsent. On le voit à travers tous les chiffres de l'économie, quand on voit quand même le déficit commercial de la France, qui s'est élevé il y a 3 ans à 190 milliards d'euros, alors que le deuxième plus gros déficit de l'Union européenne, c'était l'Espagne à 70 milliards d'euros. Tous les ans, la France a un déficit commercial qui dépasse les 100 milliards d'euros. Déficit commercial, ça veut dire quoi ? C'est la différence entre les importations et les exportations. Ça veut dire très clairement
que nous ne produisons plus ce qui va nous permettre d'acheter à l'étranger nos besoins. Voilà. Et c'est un facteur qui pèse sur la compétitivité et la souveraineté qui est terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Allemagne a un excédent commercial de plus de 200 milliards d'euros tous les ans. L'Italie avait traditionnellement un excédent commercial de 20 à 30 milliards depuis 2-3 ans. L'excédent commercial s'élève à 50-60 milliards d'euros et l'Italie est devenue le 4e exportateur mondial. Bien, donc c'est quand même possible dans l'Union européenne, je ne vais pas dire d'aller bien, mais d'arriver quand même à soutenir un tant soit peu une certaine forme de concurrence. La France ne peut pas, tout simplement parce qu'elle est complètement en décalage avec les autres pays de l'Union européenne. Elle persiste à conjuguer, je dirais, deux notions de gestion qui sont complètement contradictoires, qui sont d'un côté le mondialisme et de l'autre côté le socialisme. C'est-à-dire que vous ouvrez le pays à tous les vents, à tous les rapaces, à tous les vautours, à tous les pays à bas coût, le low cost, etc. Mais en étant vous-même, je dirais, lesté de poids, de charges qui vous mettent immédiatement en situation de perdre face à cette concurrence. C'est un peu comme à Vincennes, à l'hippodrome, un cheval qui aurait un handicap de 70 ou 80 kilos. Il faut avouer que c'est un petit peu la critique qu'a toujours fait les républicains libéraux de type Trump contre la politique démocrate, à la fois mondialiste Oui. et en même temps de type socialisant, sachant que nous battons à plat de couture même les projets les plus hardis bien sûr. de welfare state bien sûr, américain. mais ça n'a rien à voir. La protection sociale en France et aux États-Unis Voilà, n'a rien à voir. Il était encore hier, Trump, en Floride, je l'écoutais sur son discours, en train de critiquer le Medicare. Oui, mais alors... d'Obama. C'est dire... Non, mais c'est pas pour que tu réagisses, c'est pour dire que ce genre de discours, c'est un discours qu'on retrouve en effet dans des milieux dits conservateurs libéraux, ce qui ne veut pas dire néoconservateurs, ce qui ne veut pas dire néolibéraux, conservateurs et libéral, qui est d'une logique qui considère que, évidemment, le plus grand des dangers, c'est de mêler mondialisme et socialisme. Exactement. Mais tu sais, tu me dis, c'est les conservateurs. Bien. Moi, je parle beaucoup avec les gens du terrain. Non, mais c'est un terme neutre. J'emploie pas le terme conservateur de façon péjorative. Mais attention. Pour moi, ce n'est pas péjoratif. Moi, je m'en revendique et On est d'accord. Je me revendique de ce courant conservateur sans peine. Mais je ne m'en revendique pas, si tu veux, d'une façon avec dogmatique. Un libéralisme économique de bonne aloi. Voilà. Bon, il est bien évident que déjà on parle de la société américaine, c'est pas la société française. Quand Obama avait mis en place bien sûr. le Obamacare, il y avait des manifestations qui le faisaient passer pour Hitler parce que pour eux c'est une étatisation qui va priver de liberté. Voilà. Nous on n'en est pas à ce point-là. Il est bien évident qu'on ne sera jamais au niveau du système américain comme tous les autres pays d'Europe d'ailleurs. Bien. Moi, quand je discute aujourd'hui... Ce qui veut dire qu'on a besoin de barrières douanières, déjà, entre autres. Parce que c'est clair. Plus que les États-Unis encore. Oui, mais on est bien d'accord. Plus que les États-Unis encore. C'est la raisonnement Plus logique. que les États-Unis encore. Quand je discute avec des jeunes, souvent des jeunes issus du milieu populaire, qui sont VTC, par exemple. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Bien, ils vont te tenir le même discours que moi. Ils vont te dire la même chose parce qu'ils le vivent. Ils voient bien, ils sont écrasés de charges. Pour avoir un SMIC, ils font 70-80 heures par semaine pour arriver à tenir, je dirais, les choses. Beaucoup de ces jeunes, par exemple, ont déjà un emploi, mais un emploi, malheureusement, aujourd'hui, payé au SMIC, vous ne vivez pas avec ça, ils sont obligés de faire des heures supplémentaires. Et je rends hommage à tous ces jeunes qui sont souvent dans des quartiers où on peut se laisser aller à beaucoup de mauvaises choses et qui essayent vraiment de s'en sortir avec courage. Et il y en a des jeunes, qui soient français, qui soient issus de la diversité, peu importe, il y en a. Mais ils vont te dire la même chose que moi. Beaucoup de restaurateurs qui souffrent terriblement aujourd'hui vont te dire la même chose que moi. Avec tout ce qu'on nous impose, on a des contrôles tous les jours, sanitaires, hygiène, inspection du travail, ceci, cela, la mairie de Paris pour les terrasses chauffées, pas chauffées, les impôts, les taxes, les charges, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut quand même regarder les choses en face. Ils ne peuvent pas s'en sortir. À un moment donné, il faut se dire quand même les choses. Est-ce qu'on laisse mourir toutes les activités, tout ça, pour financer quoi? Le gras qu'il y a, je dirais, dans les administrations, parce qu'il y a une gestion calamiteuse, je dirais, de l'organisation et de la structuration administrative de ce pays, où il y a un gaspillage phénoménal, et pour financer
je dirais, une protection sociale qui aujourd'hui, sur beaucoup d'aspects, vire à l'assistanat. En tout cas, je connais aussi des gens qui ne vivent que des aides sociales. Ça existe aussi. Et qui le font délibérément. Bon, donc il y a quand même des problèmes, il y a beaucoup d'économies à faire dans beaucoup de domaines sans que nous souffrions, je dirais, d'une baisse de qualité des services publics, mais il faut absolument, aujourd'hui en France, remettre l'église au milieu du village. C'est le travail, l'entrepreneuriat, l'agriculture, tout ce qui produit, qui fait la richesse de notre pays. Si on casse tout ça, si on l'empêche de se développer, si on la tue dans l'œuf, eh bien, il n'y a aucune chance que notre pays ne se redresse jamais et nous allons sombrer. Merci Olivier. Ce que je propose, c'est que nous fassions un court bobino et on revient tout de suite après. Notre invité du jour, Olivier Piacentini, et nous parlions, après avoir évoqué quelques sujets internationaux, ce qui est logique en géopolitique, eh bien, de la situation de faillite, de ruine de la France, confronté en effet à une concurrence internationale de partenaires européens avec eh bien, un État français qui est un État que certains appellent même l'État proxénète, en tout cas une grande difficulté à être, alors que nous étions sur la fête du travail, ou fête des travailleurs hier, eh bien, nous nous rendons compte combien la valeur travail aujourd'hui n'est pas la valeur numéro 1 de notre trilogie républicaine, liberté, égalité, fiscalité. Oui, je pense. Hein. Oui, très bien. Donc, je le dois à notre ami David Miège, cette formule. Et c'est un dessin comme ça où on voit, il raye fraternité et il met fiscalité à la place. David Miège, bravo David. Notre excellent dessinateur que nous connaissons l'un comme l'autre. Les auditeurs, et puis on va revenir ensuite à notre thème, Olivier, si vous le voulez bien. Alors, ils reviennent surtout sur des thèmes internationaux, mais n'hésitez pas à intervenir maintenant, chers auditeurs, sur le national. On a frôlé, nous dit cet auditeur, l'Armageddon. Heureusement, Trump s'est vu refuser les codes nucléaires par le chef d'état-major. Trump est un fou furieux, il a perdu la guerre en Iran. Le ministre de la Défense américain, qui est même le ministre de la Guerre aujourd'hui, cher auditeur, a dit qu'à la fin du cessez-le-feu, le conflit reprendra. Un auditeur ou auditrice, je ne sais pas, nous dit jusqu'à présent, c'est en tout cas par standard, c'est au téléphone que nous avons eu ces personnes, jusqu'à présent, il n'y a pas eu un moment où l'on a évoqué les souffrances abominables du peuple iranien, c'est totalement égoïste. Bah, écoutez, s'il fallait parler de la souffrance de tous les peuples, chers auditeurs, on n'en finirait pas, et c'est justement, ça a été un élément de point de désaccord sur lequel on va pas revenir, avec Olivier Piacentini. Vous êtes, alors c'est un auditeur, c'est amusant. Alors, moi, je dirais que c'est excessif, mais ça pêche par excès. Mais cet auditeur nous dit, vous êtes des capitalistes, mais vous refusez les règles du jeu. Alors voilà, mais ça c'est un raisonnement totalement marxiste. L'impérialisme, nous dit cet auditeur, stade suprême du capitalisme américain et ses colonies, l'Union européenne, perdent leur suprématie. Les nouveaux impérialismes, Chine, Russie, Inde, détrônent l'Occident. Alors moi, je pense que déjà, il ne faut pas confondre les impérialismes. On n'a jamais vu l'impérialisme chinois, par exemple, avoir cette ambition mondiale. Il y a, de la part de l'Union européenne, de la part des États-Unis d'Amérique, un impérialisme, selon moi, à dimension internationale, mondiale même, ce qui n'est pas le cas de ces autres impérialismes, qui pour moi sont des États-civilisations. Et je distingue les réseaux du chaos, que sont pour moi aujourd'hui les États-Unis, pas spécialement l'Amérique de Trump, attention, les États-Unis et l'Union européenne, d'États-civilisations, la Russie, l'Inde, l'Iran ou la Chine. Mais c'est une analyse qui m'est particulière. Tenez, vous allez peut-être pouvoir réagir, Olivier, par rapport à ce message. L'OMS à terre, êtes-vous sûr? Ne pas oublier les financements, par exemple, de Bill Gates. Oui, les financements de Bill Gates, mais enfin, les États-Unis ont retiré leur contribution et ça représentait 35% du budget de l'OMS. Donc voilà, il y a quand même vraiment, en tout cas, lui a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de sabrer cette organisation qui a été néfaste et mortifère, notamment lors de la crise du Covid. Tout le monde l'a bien vu. Et au-delà de la crise du Covid, le président de l'organisation de l'époque, était l'Éthiopien, M. Ghebreyesus, voulait aller encore bien au-delà. Il voulait imposer, en quelque sorte, des critères sanitaires, presque des lois sanitaires mondiales à tous les États. Bon, aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Il y a quand même une évolution. Il faut revoir ce qui se passait il y a quelques années, dans tous les domaines.
pour comprendre que nous avons évolué et qu'il y a une évolution qui, encore une fois, va dans le sens d'une certaine démondialisation. Effectivement, au quotidien, peut-être qu'on ne le perçoit pas. Revoyez, ne fût-ce que la tonalité de beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup de propos qu'on ne pouvait pas tenir, aujourd'hui on peut les tenir. Il y a quand même une évolution à tous les niveaux. Et à mon avis, je pense que l'élection de Trump et les mesures qu'il a prises dans un premier temps y ont grandement contribué. Très bien. Un auditeur, ce monsieur, alors Olivier Piacentini, d'ailleurs vous avez une auditrice qui me reprend sur lequel, laquelle, mais alors c'est pas monsieur Santini, c'est monsieur Piacentini. J'avais même un auditeur à un moment donné qui disait Pierre Santini. Non, ce n'est pas Pierre Santini, c'est Olivier déjà. Pierre son Santini, prénom. C'était Ménardo dans les 5 dernières minutes. Voilà. Les références d'Olivier, bien connues. Alors, donc Olivier Piacentini défend l'impérialisme US, sachant que la France est devenue sa colonie depuis 1945. Ainsi, le jour où des dirigeants sincères qui travailleront pour le peuple et qui les élus, eh bien, ils seront virés. Combien d'attentats contre De Gaulle, mai 68, la perte du rang de notre pays. Nous ne sommes pas loin du Venezuela, point d'interrogation. L'impérialisme affame les peuples qui luttent contre eux, Cuba, Venezuela, Iran, Russie. La France se fait piller ses fleurons industriels par les États-Unis. Nous finirons comme tous les pays pillés par l'impérialisme américain. Donc là, je peux répondre à cet auditeur. En quelques mots. Mais j'ai passé 10 ans de ma vie, maintenant depuis 10 ans que je fais tous ces plateaux, à dénoncer l'impérialisme américain, à dénoncer... Je dénonce moins d'ailleurs l'impérialisme américain que la faiblesse française. Parce qu'on pourrait largement et facilement se dégager de cette emprise. En fait, les Américains... Facilement, peut-être pas. On l'a vu, on pourrait se dégager. De Gaulle a quand même beaucoup souffert de l'impérialisme américain, ce qui est dit est vrai, mais 68, première révolution de couleur. C'est clair, mais par exemple, tous ces rachats d'entreprises, on pourrait facilement... Alors, moi, je suis d'accord, bloquer ce système-là, parce qu'aujourd'hui, l'impérialisme américain se concrétise bien souvent par, je dirais, le fait de phagocyter des entreprises, de les racheter à bas coût. Et le cas Alstom, mais il y en a eu d'autres, il y a eu la TCOR, enfin, on ne va pas en citer. Oui. Eh bien, il y aurait eu matière à intervenir, et les États-Unis auraient certainement mis auraient essayé de glisser des pots de banane. Mais enfin, que voulez-vous qu'ils fassent ? Je pense que vraiment, je dénonce moins, je dirais, la voracité des entreprises américaines qui après se transforment avec le cumul en un impérialisme américain, que la faiblesse française pour réagir à ce phénomène. Merci Olivier. Un auditeur, ça c'est une question à laquelle vous allez pouvoir répondre, Olivier, aussi. Mais les autres aussi. Hein. Voilà, mais celle-ci va nous ramener petit à petit vers notre sujet, petit à petit. Cher Nicolas, un ministre a dit le pétrole augmentant, parce que Hormuz, et les taxes d'autant, donc l'État en profitant, en s'en mettant plein les poches. Quand on lui dit cela, il répond « Mais nous avons besoin de cet argent », répond le ministre. Et quand Total baisse de par la volonté de son PDG le prix de la pompe, les taxes versées à l'État baissent d'autant. Uniquement, attention, il n'y a plus de TIPP flottante aujourd'hui sur l'auditeur, mais par contre sur la TVA, bien sûr. La TVA, ça joue, il y a un pourcentage. Bien oui. Forcément, qu'entend-on sur le média de grand chemin immédiatement? La critique du PDG qui a un très gros salaire. Voilà, tout de suite le reproche. Oui, bon, écoutez, moi aussi, vous savez, je suis comme tout le monde. Hein, je peux être, je dirais, choqué par les salaires monumentaux de ces gens. Bon, mais c'est pas le salaire du PDG de Total qui va régler le problème du pouvoir d'achat en France. Vous voyez, il gagne quelques millions d'euros, même si on les lui prend, qu'on les distribue, ça va pas changer notre quotidien. Bon. Effectivement, il faut bien le comprendre, l'État se gave encore plus que les multinationales sur le dos de l'automobiliste, sur le dos des industriels, sur le dos des commerçants, sur le dos de tout le monde. Bon, le ministre vous dit, oui, on a besoin de cet argent. Mais c'est de l'argent qui est pris à qui ? Qui vous est pris à vous. À vous. Si l'État faisait un effort pour baisser, je dirais, ses contributions, eh bien, on aurait un peu plus de pouvoir d'achat. Donc, en fait, l'État se renfloue en affamant la population. L'État se renfloue, je peux vous le dire, en affamant les taxis, les VTC, les transporteurs, les agriculteurs qui ont beaucoup besoin de pétrole. Eh bien, ceux-là travaillent presque aujourd'hui à perte à cause du renflouement de l'État, entre autres. Il faut bien voir que dans plusieurs pays,
il y a eu vraiment des mesures importantes et volontaristes qui ont été mises en œuvre pour, je dirais, essayer de mettre une petite pommade, au moins quelque chose, que les gens ne soient pas dans cette souffrance. Je veux parler de l'Espagne, qui est pourtant un pays socialiste, vous voyez, je ne devrais pas... Eh bien, ils ont mis des mesures importantes avec plusieurs milliards d'euros pour baisser le coût de l'essence. Et le coût de l'essence en Espagne a baissé de 30%. Enfin, disons, il y a eu une remise de 30% sur le coût de l'essence. En Italie, il y a eu la décision de taxer les super profits et de répartir cet argent au niveau du consommateur. Et là aussi, l'essence a perdu entre 23 et 24 centimes. Il y a eu des interventions également en Pologne, en Autriche. Dans de nombreux pays, les gouvernements ont pris des mesures volontaristes pour apaiser les tracas de la population. Et c'est bien la moindre des choses, c'est bien ce qu'on est en droit d'attendre d'un État. Bon, ben en France, rien quoi. Bah, évidemment, hein, de toute façon, taxer les produits pétroliers, on dirait que c'est leur marotte. Hein. Il n'y a pas besoin d'ailleurs, c'est ce qui a déclenché la crise des Gilets jaunes. Ça, voilà, c'est leur marotte, c'est de taxer en particulier le pétrole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Un auditeur, il y a un peu à contretemps, vous oubliez en te parlant, Olivier, les blocus imposés par les États-Unis qui maintiennent Cuba, Venezuela, Iran dans la misère. Bon. Permettez-moi de vous dire, cher monsieur, que là aussi, je vous répète, j'ai une expérience à Cuba. Je pourrais faire une émission là-dessus, hein, si tu veux un jour, mais tu vas voir, les auditeurs vont se régaler, parce que j'en ai des anecdotes, hein, et des croustillantes. Hein. À Cuba, vous ne trouvez même pas de poisson. C'est une île. Tu penses vraiment que c'est le blocus? Moi, j'ai discuté avec les gens. Mais quand je te dis discuter, on s'enferme même pour discuter. Hein. On ferme bien les fenêtres, les portes, que personne n'entende. Hein. Et les gens te diront, l'embargo et compagnie, oui, mais il n'y a pas que ça. Loin de là, et c'est même un prétexte, on dirait que le gouvernement cubain essaye de jouer là-dessus pour imposer son pouvoir et essayer de rassembler la population contre un ennemi. Bon, alors encore une fois, je ne vais pas te dire que les Américains sont merveilleux, qu'ils font des choses merveilleuses pour Cuba, etc. Mais je veux dire que le régime communiste s'exonère de ses responsabilités, s'exonère de précipiter ces pays dans la misère, parce que chaque fois que le communisme arrive quelque part, embargo ou pas embargo, c'est comme ça que ça finit, à moins qu'il se réforme, hein, comme le cas de la Chine. Est-ce qu'on peut appeler ça du communisme aujourd'hui? Pas vraiment. C'est quand même un crime de l'Occident, ces embargos permanents, cette volonté de séparer un pays du reste du monde, alors, les sanctions vis-à-vis Cuba, à la fois maintenant de la Russie, mais ce fut le cas pour l'Iran. Enfin, quand même, ça peut même s'apparenter à certains moments à des formes de crimes de guerre, parce qu'on cherche à affamer les populations. Alors, écoute, il y a cette volonté de la part des États-Unis et de cette fameuse Occident qui, pour moi, justement, n'est pas une référence. Alors, tu parles de Cuba, c'est les États-Unis qui font c'est pas les autres occidentaux qui font le blocus à Cuba. Sauf qu'il vaut mieux respecter les embargos américains. Sinon, tu en subis les conséquences. D'ailleurs, je vais te raconter encore une anecdote. Pendant 3 semaines à Cuba, je n'ai mangé que du poulet et du riz. Et j'ai appris que le poulet, puisqu'il n'y avait que ça, c'est-à-dire que tu rentres dans des restaurants magnifiques, mais des salles de restaurants, mais splendides. C'était l'ancien bordel des États-Unis, hein, à l'époque, et donc ces salles sont restées là. Mais ils te donnaient une carte, mais c'est pas besoin. Il y avait que du poulet et du riz. Et le poulet, c'était le poulet de Gérard Bourgoin, Gérard Depardieu, qui les envoyait à Cuba pour aider le peuple cubain. Bon, étant donné, donc il n'y avait pas d'embargo de ce côté-là, on va dire. C'est vraiment les États-Unis. Effectivement, sur Cuba, il y a vraiment un acharnement qui est mal à propos. Et là, je suis bien d'accord. Mais la Syrie. Résultat de la Syrie, ce bel Occident que tu défends. Non. On a les djihadistes d'Al-Shara parce qu'on a sanctionné la Syrie d'embargo. Je ne défends pas la politique de l'Occident. Je ne défends pas la politique qu'a menée l'Occident à ce niveau-là. Moi, je préférais Bachar el-Assad à ce djihadiste, ce terroriste Bachar el-Assad. Ça fait des années que ce n'était pas un problème pour nos intérêts à nous occidentaux. On est d'accord. Donc je suis contre l'Occident qui se perd dans des politiques mortifères qui vont même contre ses intérêts. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Le fait est que oui... D'où la question d'Israël. Oui, c'est certainement. Certainement. Mais enfin, je ne pense pas qu'Israël sera plus protégé avec les djihadistes, quoi qu'il arrive. Hein. Je voudrais pas dire, mais là, vraiment, tu as le choix entre... les mollahs et les djihadistes, bonjour. Le fait est que Bachar el-Assad, pour moi, n'était pas... Je dirais, dans les dernières années, en tout cas
n'était pas un ennemi de l'Occident. Pour moi, ce n'était pas le cas. Alors, c'était un ami de la Russie. C'est peut-être pour ça qu'on a essayé de s'en débarrasser. Aussi. Voilà, Aussi. à mon avis. Aussi, c'est bien possible. À mon avis, c'est surtout ça. Voilà. Exactement. Allez, on va peut-être... alors, on verra, là, il y a des questions longues, très longues. Qui dirige la France? Qui dirige l'UE? Tous ces vassaux formés par l'impérialisme US, vous êtes de mauvaise foi ou vous avez une analyse biaisée plus fausse? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais on connaît, c'est les Young Leaders. Il veut parler des Young Leaders qui sont formés aux États-Unis pour revenir en Europe et diriger l'Europe. Mais excusez-moi, cher ami, qui m'interpellait comme ça, nous sommes parfaitement conscients de la situation et du problème, bien entendu. Nous savons qu'il y a une soumission des Européens également au diktat des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. C'est bien pour ça que j'ai évoqué au début de l'émission je dirais, les coups de canif qu'a donné Donald Trump à l'OTAN. Voilà. Alors, l'OTAN est une répression pour nous, c'est un instrument de la répression américaine sur l'Europe. Bien, on va peut-être... Allez, encore cette question d'auditeur, et puis on revient sur le sujet, parce que là, on est vraiment sur les sujets. Il faut dire que c'est normal, c'est un libre journal de géopolitique profonde, donc il faut s'attendre à ce que les auditeurs réagissent par rapport à la première partie d'émission, et moins sur la deuxième, mais vraiment, après, j'aurai quand même des éléments concrets, et il ne nous reste qu'une vingtaine de minutes, sur vraiment l'aspect économie français, et même, j'ai envie de dire, microéconomique français. Quand je vois ces devantures fermées, quand je vois ces... voilà. Et ça, j'aimerais vraiment... Ça crève le cœur. Et ça, c'est un sujet que tu connais très bien, donc j'ai envie que les auditeurs puissent profiter des lumières d'Olivier Pierre Santini sur ce sujet. Allez, on termine avec un auditeur, c'est très long, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il est... Alors, qu'est-ce que nous dit cet auditeur? Message pour Géopolitique Profonde. Heureusement que votre invité, tu vois, ça va dans ton sens cette fois-ci, est un peu plus objectif et moins obsédé par l'anti-trumpiste primaire. Oui, bon, c'est comme l'anti-américanisme primaire, ça date un peu, hein, c'est ce genre de remarque, cher auditeur. Je ne voudrais pas dire que Trump ait fait une grosse erreur en Iran et qu'il communique de manière pathétique en essayant de se dépatouiller de ce gouffre, soit. Mais sur l'Amérique du Sud, à propos de laquelle vous ne connaissez visiblement rien, merci cher auditeur, arrêtez de prendre des positions intenables. Je vis en Amérique du Sud depuis plusieurs décennies. Les dictatures communistes sont un véritable cauchemar. Mais bien sûr. Et l'action de Trump au Venezuela, ainsi que sa politique internationale sud-américaine, sont un gigantesque, rien que ça, espoir pour les peuples. Mais c'est vrai. Vous, ici en France, vous blablatez à longueur de journée sur l'impérialisme de Trump qui n'existe pas. Je ne suis pas d'accord avec vous, cher auditeur. Vous invoquez de grandes idées pseudo-philosophiques, non, je ne pense pas, c'est très concret, sur l'Occident et aussi, et autres, pendant que nous, sur place, on crève. Nos peuples au Venezuela, à Cuba et au Brésil, au Nicaragua, Trump est la dernière chance de vivre en démocratie. Ah bah j'espère que la démocratie vous nourrira. D'ailleurs, vous ne parlez jamais de la dictature brésilienne qui passe sous les radars de tous les journalistes, toutes tendances confondues, dans une radio libre, une émission de géopolitique, ce n'est pas normal. Les actions de Trump... Vous remarquez, cher auditeur, qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions, même sur Radio Courtoisie, où bien, nous lisons les critiques, parfois un peu trop acerbes, attention quand même, cher auditeur, je serai obligé de censurer, qui sont les vôtres. Les actions de Trump en Amérique du Sud n'ont rien à voir avec de l'impérialisme. Ah bon, si vous le dites, mais avec un pan-américanisme. Ah oui, bah alors c'est pas une forme d'impérialisme, le pan-américanisme. Ah bon, En Marche, qu'on peut relier à la fameuse théorie Monroe. Oui, bah ça, on en a entendu parler, que tous les peuples d'Amérique du Sud sont en train d'appeler de leurs vœux. Ça, c'est vous qui le dites. Visiblement, vous ignorez tout de l'Amérique du Sud et de ce qui s'y passe, à savoir une véritable révolution civilisationnelle de droite sur tout le continent. Mais il a raison. Ah bon, alors c'est l'Argentine probablement, qui ne tient que par l'aide de son ami Donald Trump. Ce n'est pas vrai, Nicolas. Essayez d'être un peu plus objectif, essayez aussi, cher auditeur, et d'être vous un peu moins acerbe. Et surtout, si vous ne connaissez pas la situation en Amérique du Sud, ce qui n'est pas un défaut en soi, on est content de le savoir, merci cher auditeur. Essayez au moins de prendre de la distance et d'être plus prudent dans vos propos. Je suis désolé, j'ai été très prudent, je dis seulement que je ne partage pas l'ensemble des analyses de mon invité sur ce point, ce qui je pense est mon droit, et je n'ai pas développé, contrairement à ce que vous avez énoncé, chers auditeurs, un élément particulier. L'opération vénézuélienne est une réussite à tout point de vue, et la situation sur place s'améliore. Dites donc, vous êtes de l'ambassade des États-Unis, peut-être, dans vos... Hop, mais félicitons-le pour l'Amérique du Sud. Voilà.
Et espérons que Cuba, le Brésil, le Nicaragua, la Colombie, continuons comme ça fera plus de guerre, vous avez raison, prendront la même direction que le Venezuela. Vous ne savez pas visiblement ce que c'est que de vivre dans une dictature et de supporter d'entendre des discours de ce genre et de voir que nos cousins d'Occident occultent notre réalité en se gaussant de théories fumeuses et de disputes sémantiques. Vous êtes vraiment très acerbe, cher auditeur. Cet état d'esprit est l'une des causes de la chute de la France, une incapacité de voir le réel sans le distordre par des guerres idéologiques. Bien à vous de la part. Alors là, c'est là que c'est la cerise sur le gâteau de cet auditeur. Je me marre quand même un peu, excusez-moi, cher auditeur. De la part de l'auditeur qui aime et écoute votre émission. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais qui est chaud bouillant quand il entend des absurdités sur l'Amérique du Sud. Écoutez, en tout cas, on aura donné la parole, c'est ce que je fais toujours dans ces émissions, à l'ensemble des points de vue, en essayant, s'il vous plaît, ça parce que j'y attache de l'importance, à essayer de modérer le côté acerbe de certains propos. Mais bon. Alors, j'étais avec un jeune Vénézuélien, distributeur de cinéma, qui est réfugié en France depuis des années avant-hier, qui m'a dit exactement ce qu'il vient de me dire, c'est que depuis que Maduro est parti, il y a quand même une amélioration. Voilà. Et quant à Milei en Argentine, je peux te faire aussi une émission entière là-dessus, les résultats sont... Mais alors... les résultats sont excellents, c'est-à-dire que plus de déficit public, l'inflation qui est passée de 250% à même pas 20%, la croissance qui reprend. Bon, alors voilà, c'est tout. On le sait, sur les chaînes info françaises, sur les chaînes de services publics et autres, il y a une tendance socialiste. Et quand il y a des réussites qui se basent sur le libéralisme économique, comme c'est le cas de Milei, eh bien, c'est très simple, on n'en parle plus. Voilà. Bon, j'espère qu'on a un auditeur satisfait, en tout cas, de la réaction et de la réponse d'Olivier Piacentini. Merci. Allez, on reprend sur le sujet de la ruine de la France, sur ces aspects, justement, de microéconomie. Olivier Piacentini, par rapport à... Alors, ça pourrait donner d'ailleurs un certain sens à un néo-poujadisme, parce qu'on a vraiment cette impression aujourd'hui d'un État qui s'acharne. Oui. Alors sur le travail, mais en plus, pas seulement de façon générale, mais aussi précisément le fisc, les URSSAF, des attaques générales. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression, mais vous allez me dire si c'est le cas, parce que vous connaissez, c'est votre métier d'ailleurs, d'aider les petites, voire les toutes petites entreprises. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils souffrent énormément des PGE qu'il faut rembourser, de tout cet aspect qu'on nous avait survendu, comme quoi Macron avait sauvé, alors qu'il n'avait sauvé personne. Et aujourd'hui, il faut payer. Il y a la crise de l'énergie, il y a les PGE, il y a les taxes en tout genre, il y a un État fiscaliste qui est un peu aux abois, avec des dettes colossales qui fait qu'il est prêt à racler les fonds de tiroir et à faire souffrir justement en les tourmentant les travailleurs français. Quelle est votre analyse globale ? Mais c'est très clair que, vous savez, je suis en train d'écrire un livre sur la dette qui va sortir bientôt. Et moi, je sais, et je le dis aujourd'hui aux auditeurs de Radio Courtoisie, que sur cette trajectoire-là, la France fera faillite dans un délai de 4 ans. Je n'ai pas dit dans 4 ans. J'ai dit, dans un délai de 4 ans, nous arriverons à la situation de la Grèce, sauf vraiment un revirement, mais pressant et urgentissime. Je pense que nous ne parviendrons pas à nous en sortir. Alors, pour essayer de pallier au problème, au lieu de se réformer, parce que c'est indispensable, au lieu de remettre à plat tout ce qui concerne l'administration de l'État, je dirais le modèle social, etc. Bon, ben non, l'État a une autre solution, il tombe et il ramasse tout ce qu'il peut ramasser. Et effectivement, on voit une multiplication des contrôles fiscaux, mais souvent sur les petites boîtes. Vous savez pourquoi ? Parce que les grosses boîtes, c'est plus dur. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Les grosses boîtes, vous n'allez pas leur mettre un ATD comme ça du jour au lendemain. Oui. Il y a des services juridiques, il y a des avocats, il y a des tas de choses. Alors là, ça va. Mais quand il s'agit de petites boîtes, je peux vous dire aujourd'hui que c'est véritablement un déchaînement qui leur tombe dessus, alors qu'elles ont vraiment un problème. Il y a un problème de croissance. J'ai fait hier une émission sur géopolitique profonde. Il faut savoir que ce premier trimestre en France, on a fait la croissance zéro. Oui. Le trou au niveau de la balance commerciale qui s'est creusée. Alors qu'à la fin de l'année, on nous disait « Ah ben oui, il y a une embellie. » Quelle embellie, mais enfin, quelle bonne blague. Le trou s'est creusé. Et il faut savoir quand même, quand on vous parle du premier trimestre, la guerre au Moyen-Orient s'est déclenchée début mars.
Donc ce n'est pas la guerre au Moyen-Orient, ça a dû donner un coup, mais ça allait déjà très mal. C'est-à-dire que vraiment la tendance, elle est mauvaise, et c'est les fondamentaux de l'économie française qui font que c'est très mauvais. Pas de croissance, déficit commercial record, record de faillites. Au premier trimestre de 2026, nous avons eu 19 000 faillites. Bien, tendanciel sur un an, ça fait 76 000. Le record, c'est 72 000, c'était pendant la crise des subprimes. Et là, on est sur une tendance qui va dépasser ça. L'année dernière, on était à 71 000 faillites, c'est-à-dire un chiffre tout proche de ce record qui est survenu lors des pires crises que l'Occident ait connues depuis un siècle. Bien, donc, l'économie française va très très mal, le déficit français ne se résorbe pas, les budgets passent et passent et passent, on est sur une tendance à 5%, qui va nous amener chaque année à 12 milliards d'intérêts de plus, chaque année en plus, et donc un effet cumulatif. Quand Macron est arrivé au pouvoir, nous étions à 17 milliards d'intérêts. Aujourd'hui, nous sommes à 75. Si je suis les mêmes tendances, en gardant les mêmes taux d'intérêt, ce qui n'est pas dit, nous serions à 130-140 milliards d'intérêts à payer sur un budget de 370 milliards. Donc, 40% de notre budget serait obéré par les intérêts de la dette. Et le service de la dette. Donc, nous sommes en faillite. Parce qu'à ce niveau, le jour où nous arriverons à ces niveaux-là, et même avant, nous ne pourrons plus payer les fonctionnaires. Nous ne pourrons plus payer les retraites. Nous ne pourrons plus payer les aides sociales. Nous serons en faillite. Et c'est vraiment la trajectoire sur laquelle nous sommes. Et comme personne ne semble rien faire pour s'en préoccuper, eh bien, nous allons tout droit à la faillite. Le record de faillite en France, que nous connaissons aujourd'hui, quel est l'impact ? Nous avons donc des chefs d'entreprise qui se retrouvent sans travail. Eux, ils n'ont pas de chômage. Ils n'ont rien du tout. Ils sont dans la détresse. Et certains se suicident d'ailleurs. Bien. De même pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont considérés comme des entrepreneurs. C'est des chefs d'entreprise. Ils dirigent, je dirais, une production agricole, mais c'est des chefs d'entreprise qui ont les mêmes responsabilités. Ce record de faillite, c'est des chômeurs. C'est des chômeurs. En moyenne, ces boîtes-là, elles ont 3, 4, 5, 6 employés. Faites le compte. 76 000 faillites, comptez ne fût-ce que 3, 4 employés par boîte, ça fait plus de 300 000 personnes qui se retrouvent sur le carreau. Il faut savoir que la France, aujourd'hui, est le seul pays d'Europe où le chômage ne baisse pas. Enfin, je parle jusqu'à fin 2025. Là, aujourd'hui, évidemment, avec la crise internationale, on n'est plus sur les mêmes tendances. La France, traditionnellement, était dans la moyenne européenne pour le chômage. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays qui ont un taux de chômage supérieur. Donc la France est à 8%, elle a dépassé les 8% au cours de ce trimestre. C'est l'Espagne, sauf que l'Espagne, ça baisse. Et l'Espagne n'est plus qu'à 10% de taux de chômage, alors qu'il y avait un écart énorme il y a encore 4 ou 5 ans. Et la Grèce, ce sont les 2 seuls pays qui ont un taux de chômage supérieur à la France. Pour combien de temps encore ? Pour combien de temps encore ? Parce qu'on le sait, ces 2 pays, Grèce et Espagne, sont des pays qui se portent nettement mieux. Bien. Et donc, la tendance va... Notre tendance, c'est celle d'un chômage où on va devenir le pays du chômage en Europe. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que l'Italie est descendue à 5% de chômeurs, alors qu'elle était traditionnellement avec un niveau de chômage légèrement supérieur à celui de la France. Bien. Donc, il y a vraiment un gros problème en France. Et ce problème, je reviens toujours au même point, comme la production n'est pas aidée, mais elle ne demande même pas à être aidée, elle est persécutée. C'est ça. La production est persécutée. C'est ça. Voilà. Moi, et elle est persécutée à tous les niveaux. Moi, je voudrais reprendre, je dirais... Ils tapent sur là où il y a... En plus, là où il y a le magot. C'est-à-dire que ça, ils l'ont toujours fait. Le maigre magot, des trucs, et ils bloquent les comptes comme ça, du jour au lendemain. Vous ne savez même pas pourquoi, des trucs... Bon, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. J'ajoute donc, si vous vous baladez dans Paris, vous allez vous rendre compte du nombre de devantures avec écrit à vendre, à louer. Alors... Mais quand je vous dis le nombre de devantures, mais moi je ne vous parle pas de la porte de la Chapelle, où on le sait, il y a une insécurité avec les drogués et compagnie. Moi je vous parle de la rue de Rennes, qui est entre, pour les non-parisiens, Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Une des plus belles rues commerçantes, mais je pourrais dire du monde. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux
que d'être l'artère commerçante principale du quartier latin de Saint-Germain-des-Prés. C'est un quartier merveilleux. C'est d'ailleurs le quartier que je préfère de tout ce que j'ai vu partout. Bien. Et bien là, vous avez un tiers des magasins qui sont fermés. Mais alors, il faut aller où pour que ça marche? Je rappelle, voilà. Je conseille à nos auditeurs de Radio Courtoisie d'aller regarder les podcasts, d'aller regarder sur GPTV Essentiel, je crois, ou Investigation, pardon, de Mike Borowski, où vous avez des émissions sur le sujet remarquables, très intéressantes, de micro-trottoirs, justement. Oui. Mais continuez, Olivier. Voilà, mais alors, bon, je vous parle de ça, mais même sur les Champs-Élysées, vous allez voir des boutiques fermées. Sur les Champs-Élysées, hein. Vous avez toute une série de grands boulevards extrêmement attractifs qui sont, encore une fois, des merveilles à Paris, où si vous vous baladez et vous regardez avec attention, faites-le, ne fût-ce que cet après-midi, il va faire beau, eh bien vous verrez, c'est une véritable saignée. Et je parle aussi des centres commerciaux. Bon, c'est pas que j'ai la passion des centres commerciaux, mais enfin, c'est quand même des indiqueurs. Allez à Porte de Montreuil, le Carrefour à la Porte de Montreuil, sur 30 boutiques, il en reste 3 ouvertes. Oh là là. Allez à Bercy 2, c'est pareil. En plus, donc, c'est à Paris, parce que moi, je vous témoigne que c'est exactement la même chose dans la ruralité. Bien sûr. En province, c'est terrible, mais le problème, c'est que ça atteint le cœur aujourd'hui. Le cœur de Paris, où il y a quand même c'est la ville la plus touristique du monde. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais alors, à Paris, il faut dire que là encore, ils ont la double lame Gillette. Je dirais la triple lame. Alors, il y a l'IE, il y a le gouvernement, et puis il y a la mairie socialo-écolo-communiste de Paris. Voilà. Et donc là, vous voyez, au-delà de la fiscalité, au-delà de tout ça, vous avez déjà l'insécurité contre laquelle on ne lutte pas. Et beaucoup de gens hésitent aujourd'hui à sortir le soir dans Paris, et c'est bien normal. L'année dernière, j'ai eu quand même un chargé de mission de la mairie de Paris qui m'a dit en off, à Paris, maintenant, vous n'êtes plus sûr nulle part. Hein. L'insécurité, c'est partout. Et je vous parle d'un chargé de mission de la mairie de Paris, hein, je vous parle pas. Bon. Deuxièmement, les tracasseries pour les terrasses, pour le parking. Vous savez, quand vous allez au restaurant, justement, à Saint-Germain-des-Prés, que vous allez payer peut-être 70% en couple, 70 €, par exemple, le restaurant, vous allez en avoir pour 30 ou 35 € de parking. Les 2 ou 3 heures que vous allez payer. Mais qui peut se permettre ça aujourd'hui? Voilà. Donc les problèmes sont vraiment vastes. La mairie de Paris s'attaque aux terrasses qui empiètent sur le trottoir, les terrasses chauffées, les ci, les là. Enfin, tout devient interdit, sauf la délinquance. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la mairie de Paris fait de la répression, mais non pas de la délinquance, mais des travailleurs. Et des entrepreneurs et des commerçants. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ben ça, c'est la réalité que nous vivons. La mairie de Paris, la municipalité a remporté les élections parce qu'elle a embauché tout un tas de fonctionnaires en plus qui ont été évidemment mobilisés et elle a fait venir une population dans des HLM. Elle a développé, je dirais, le logement social à Paris et je connais même des gens de gauche qui se sont retrouvés mêlés à ça, qui tout d'un coup trouvent que c'est pas terrible. J'irai pas plus loin, c'est marrant. Hein. Alors là, ils aiment bien, mais pas tout près, n'est-ce pas? Quand ça vient sur place, là, voilà. Donc, bon, il y a tout un ensemble de problèmes. J'ajoute, je tiens à vous le dire, et là c'est le témoignage d'un vieux Parisien, un amoureux de la ville de Paris, hein, que je suis, la plus belle ville qui m'ait été donnée de voir, au moins. Je me baladais l'autre jour, boulevard de Sébastopol, donc en plein cœur de Paris. Encore une fois, un des plus beaux quartiers. Les poubelles renversées, de la saleté partout, mais des trottoirs sales. Mais c'était incroyable. Alors j'étais avec ma femme, qui vous le savez, béninoise. J'ai dit, mais on se croit à Cotonou, mais il y a 20 ans. Maintenant, ils ont nettoyé là-bas. Ici, c'est dégueulasse. Bien. Pourquoi? Eh bien, parce que du temps de Chirac et Tibéri, Dieu sait que j'ai rien pour Chirac, mais au niveau de la mairie de Paris, ça a été un maire efficace, qu'on le veuille ou non. Eh bien, Paris était propre et lumineuse. À l'époque, le ramassage des ordures se faisait à 4-5 heures du matin. C'est-à-dire que les agents allaient au moment où il n'y avait pas de voiture. Maintenant, il ne faut plus, parce que sinon, les pauvres, il faut qu'ils se réveillent, les syndicats, les trucs, les machins. Donc, ça se fait en plein après-midi. Donc, pendant tout ce temps, les poubelles, elles sont là. Le ramassage ne se fait pas correctement, parce qu'évidemment, il y a des bouchons et autres. Donc, si on n'a pas réussi à finir la journée, ben, on rentre à la caserne, et puis on laisse tout comme ça.
Voilà, ça c'est Paris. Alors comment voulez-vous que les gens aient envie de sortir? Comment voulez-vous que les gens qui viennent de banlieue aient envie de prendre leur voiture pour rentrer dans Paris et aller au restaurant, ou aller en discothèque, ou aller au théâtre, ou aller ce que vous voulez? Non, les gens n'ont plus envie d'aller à Paris. Paris se vide de sa clientèle, les commerçants souffrent, et c'est terrible. Et d'ailleurs, j'en ai eu la preuve, j'étais l'autre jour avec un client qui a un commerce sur l'artère principale de Livry-Gargan, où la municipalité a fait un travail au niveau des parkings. Eh bien, je peux te dire que sur cette artère qui est le boulevard de Chanzy à Livry-Gargan, il n'y a pas un commerce qui ferme. Et il y avait du monde dans les rues. Et il y avait du monde dans les magasins. Donc, en quelque sorte, la clientèle de banlieue ne va plus sur Paris. Ah oui, non mais c'est certain, mais à mon avis, c'est ce que les Parisiens voulaient. Oui. Oui, certainement, oui. C'est terrible. Oui, c'est le boboïsme, voilà. C'est ça. Voilà. Olivier, malheureusement, j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps sur ce sujet, il reste qu'1 minute 30. Vous avez des auditeurs, il y en a un qui dit « Ah, vous êtes fatigant, c'est de la propagande US ». Non, je ne suis pas persuadé, cher auditeur, que ce soit de la propagande US, cette émission. On a échangé, on n'a pas été d'accord, et puis c'est tout. Un autre auditeur qui, justement, me remercie d'avoir lu mon message. De fait, il n'y a que Radio Courtoisie où l'on cultive une telle honnêteté et respect pour ses auditeurs. Merci, cher auditeur, c'est vrai que vous avez été un petit peu dur, mais en tout cas, merci pour ce grand bravo. Santé, bonheur à vous. J'ai appris beaucoup de choses à travers votre émission, dont le bilan est positif. Il écoute pratiquement toutes nos émissions. Eh bien, écoutez, dont acte, on ne peut pas être toujours d'accord sur tous les sujets, cher auditeur. Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. 1 minute. Excellente émission. Saviez-vous, alors ça dans le sens d'Olivier, qu'en 2025, la France a fait 0,1% de PIB, quand l'Argentine a fait 4,7% de PIB, soit 47 fois plus. Et elle était en récession avant midi. Hein. Et question, qui a intérêt à ce qu'il y ait une dette? Bon, bah ça, si on part là-dedans, on a une émission entière de 3 heures. Et enfin... Les banquiers qui ont financé Macron. Il reste 30 secondes. Voilà. Bonjour monsieur, j'adore les interventions de monsieur Piacentini avec lesquelles je partage les origines insulaires. Sachant qu'il y a des liens indirects avec l'Afrique, que pensez-vous de la situation au Mali où les mercenaires russes semblent déborder? Si toutefois les informations sont bonnes, belle émission et vive votre disputation radiophonique. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui Macron et les Français aident les djihadistes. C'est possible. Je veux espérer que non, mais vraiment. Je veux espérer que non, mais figure-toi que moi, un certain nombre de gens issus du Mali m'ont expliqué qu'ils les aidaient même avant. Ah oui, même avant, c'est dire. Bon, voilà. Merci beaucoup, mon cher Olivier. Malheureusement, j'ai entendu ça. C'est la fin de cette émission. On laisse la place à Mike Borowski pour le Libre Journal des Controverses. Merci, chers auditeurs. Très nombreuses questions. Merci encore. Bonne journée et à la semaine prochaine.